Après plusieurs tentatives, la Corée du Nord réussit son premier tir de missile longue portée le 28 novembre 2017. Kim Jong-un savoure son triomphe et annonce désormais être en mesure d'envoyer une ogive nucléaire sur les États-Unis. La Corée du Nord possède aujourd'hui des armes nucléaires, et quiconque sous-estime ce pays le fait à ses risques et périls. Cette menace n'est pourtant pas nouvelle. Elle plonge ses racines dans 70 années de politique américaine en Corée. Pour la Corée du Nord, il est toujours question d'une lutte anti-impérialiste contre les États-Unis. Et cela remonte à la guerre de Corée. La guerre de Corée, l'un des conflits les plus effroyables et pourtant les plus méconnus de la guerre froide. We are united in detesting communist slavery. En intervenant en Corée, les États-Unis vont déclencher un terrible engrenage. La violence et la sauvagerie de cette guerre marqueront à jamais la mémoire des deux nations. En 3 ans de guerre, les États-Unis ont largué sur la Corée du Nord plus de bombes que durant toute la Seconde Guerre mondiale. Tout ce qui se trouvait devant nous était l'ennemi. Nous avions ordre de tirer, même si eux ne le faisaient pas. C'est l'histoire d'une interminable escalade militaire qui aura coûté la vie à plus de 2 millions de Coréens et 36 000 GIs. L'histoire d'une cicatrice jamais refermée qui va nourrir l'obsession des dirigeants nord-coréens à se doter de l'arme nucléaire. Le message que les dirigeants nord-coréens envoient à leur population est le suivant. Nous ne laisserons pas les États-Unis répéter ce qu'ils ont commis entre 1950 et 1953. C'est pourquoi nous avons besoin d'armes nucléaires et de missiles capables d'atteindre le continent américain. C'est l'histoire d'une guerre inachevée qui, 70 ans après le début des hostilités, continue de menacer la paix et la sécurité dans le monde. The world will note that the first atomic bomb was dropped on Hiroshima, a military base. Nagasaki, target for the second atomic bomb. Just 3 days after Hiroshima, London newspapers this morning are speculating that a new surrender ultimatum to Japan may be likely soon. Les 6 et 9 août 1945, les États-Unis larguent 2 bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. La capitulation du Japon met fin à la Seconde Guerre mondiale, entraînant des bouleversements politiques dans toute l'Asie du Sud-Est. Après 45 ans d'occupation japonaise, la Corée est libérée. Pour prendre de vitesse la progression des troupes soviétiques au nord du pays, les États-Unis envoient leurs soldats sur place superviser la reddition des officiers japonais. Les troupes soviétiques avaient beaucoup plus d'avance que les soldats américains. Les États-Unis étaient donc dans l'obligation de trouver un accord avec Staline, le leader de l'Union soviétique, concernant le sort de la Corée. Les Américains ont alors proposé de diviser le pays en 2. Dans la nuit du 10 août 1945, le département d'État américain charge 2 jeunes officiers de l'US Army de trouver une ligne de démarcation entre les 2 zones. La consigne est d'aller vite, avant que les Soviétiques n'occupent tout le pays. Munis d'une simple carte du National Geographic et sans aucune connaissance de la Corée, les colonels Rusk et Bonest vont décider du sort de la péninsule pour les décennies à venir. Ils ont eu 30 minutes pour séparer le pays en 2. Ils ont regardé la Corée sur la carte, puis ont dit « Et si on coupait ici, le long du 38e parallèle ?» Ils souhaitaient que la zone américaine englobe Séoul. Il se trouve que le 38e parallèle passe justement au nord de la capitale. Sans en discuter davantage, Truman a décidé de faire cette proposition à Staline. Le 38e parallèle. Un simple trait sur une carte. Une ligne de démarcation arbitraire qui traverse des dizaines de villages, 6 lignes de chemin de fer, 300 routes. Les Soviétiques acceptent le plan de partage. D'un coup de crayon, la Corée est coupée en 2, sans qu'aucun Coréen n'ait eu son mot à dire.
Le 38e parallèle est ainsi devenu une ligne de démarcation temporaire entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Mais il s'est transformé en frontière permanente lorsque l'Union soviétique et les États-Unis sont devenus ennemis. La guerre froide a éclaté et les troupes américaines sont restées sur place. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis et l'URSS s'imposent comme les nouveaux maîtres du monde. Dès 1945, les deux superpuissances se livrent une lutte sans merci pour redessiner la carte du globe. Côté soviétique, Staline cherche par tous les moyens à étendre sa sphère d'influence en Europe. Outre-Atlantique, le président Truman est déterminé à défendre les intérêts américains contre la propagation du péril rouge. La politique étrangère d'Harry Truman était focalisée sur l'Union soviétique. Contrôler son action afin d'empêcher la propagation du communisme. Il ne s'agissait pas seulement des chars et des troupes, mais véritablement de l'idéologie. Pour Staline et Truman, l'affrontement entre blocs se joue d'abord en Europe. Aucun des deux ne semble, dans un premier temps, vraiment intéressé par ce qui se passe en Corée. La Corée était un pays qui ne comptait pas du tout dans l'esprit des stratèges américains. La seule vraie puissance à leurs yeux en Asie était toujours le Japon. La défaite du Japon met un terme à 45 ans d'occupation de la Corée. Une histoire violente, marquée par l'asservissement brutal de tout un peuple. Ainsi, à la libération de 1945, les Coréens ont pensé qu'un brillant avenir les attendait et que le pays serait réunifié très rapidement. Je me souviens de la joie qui se lisait sur le visage des gens. Ma mère est entrée en disant haut et fort qu'il n'y avait plus de raison de s'inquiéter. Kyun-Sun Park avait à peine 9 ans lorsqu'elle entendit à la radio que les Japonais avaient déposé les armes. Nous avons organisé chez nous une fête de bienvenue pour accueillir les soldats américains. C'est là que je les ai vus pour la première fois. J'ai eu confiance en eux. Et j'ai commencé à me sentir en paix. On célébrait la fin de la domination japonaise. C'était un grand soulagement. Mais le pouvoir était laissé vacant. Face à ce vide politique, soviétiques et américains avancent chacun leur pion. Pour diriger la Corée du Sud, les États-Unis soutiennent Syngman Rhee. Cet ancien étudiant de Princeton, chrétien, parfaitement anglophone, a tout au long de la guerre manœuvré en coulisses pour obtenir le poste. À Washington, Syngman Rhee était omniprésent dans les couloirs du département d'État. Il espérait être officiellement nommé dirigeant de la Corée d'après-guerre. Il n'était affilié à aucun parti et ne vivait même pas en Corée puisqu'il l'avait quitté une quarantaine d'années plus tôt. Mais son charisme et son grand sourire ont convaincu les Américains qu'il était un vieil homme bienveillant. L'oncle Syngman, en quelque sorte. Sous ses manières de gentleman distingué se cache une soif de pouvoir démesurée. Le principal objectif de Syngman Rhee est de réunifier les deux Corées, à n'importe quel prix. En 1948, Rhee devient président de la Corée du Sud. Pour asseoir sa mainmise sur le pays, il attise la fibre nationaliste contre ses opposants politiques, ordonnant l'exécution de dizaines de milliers de partisans communistes. Rhee était autoritaire, un peu voyou sur les bords, et il possédait d'excellents contacts. Ce n'était pas un homme sympathique.
Mais à l'époque, les Américains avaient tendance à penser que si on parlait anglais et qu'on avait fait ses études aux États-Unis, on avait forcément assimilé toutes sortes de valeurs démocratiques. Et ce n'était pas le cas. En Corée du Nord, le choix des Soviétiques se porte sur un ancien résistant au patriotisme exacerbé par l'occupation japonaise, un inconnu du nom de Kim Il-sung. Kim Il-sung était au départ un parfait inconnu. Durant la première moitié du XXe siècle, lorsque les Japonais contrôlaient la péninsule coréenne, il est devenu un guerriero, luttant contre l'occupant japonais et également contre les Chinois. En tant que conspirateur, sa tête avait été mise à prix par le gouvernement colonial. Il a fini par s'installer en Union soviétique, où il a appris le russe et s'est rapproché d'un certain nombre de généraux haut gradés. En 1948, Kim se présente lui-même dans ses discours comme un nationaliste farouche et belliqueux. En quelques mois, Kim Il-sung réussit à rassembler une puissante armée. Et pour soigner son image de leader suprême, le dirigeant communiste n'hésite pas à réécrire sa propre légende et à se faire passer pour un redoutable guerrier qui aurait vaincu l'armée japonaise quasiment à lui seul. L'idée était de dire « Notre pays a souffert pendant des générations parce que nous n'avions pas de grands dirigeants. Mais ce grand dirigeant est là aujourd'hui. Il nous a libérés de l'occupation japonaise. » C'était complètement faux. Durant la guerre avec le Japon, Kim Il-sung était bien loin de la ligne de front, dans une petite base militaire soviétique. Kim Il-sung était l'un des hommes politiques les plus rusés de son époque, mais aussi quelqu'un de particulièrement brutal et impitoyable, qui savait comment prendre le pouvoir et le conserver. En 1949, après la victoire en Chine de Mao Tse-tung sur les nationalistes soutenus par les États-Unis, Kim se sent pousser des ailes. Le moment est venu pour lui de mettre à exécution son plan de réunification des deux Corées. En mars, il se déplace à Moscou pour s'assurer du soutien de Staline en cas d'offensive sur le Sud. Staline a répondu « Entendu, je vous donne mon accord, mais c'est à Mao que reviendra la décision finale. Si vous prenez des coups, je ne lèverai pas le petit doigt. Mao se chargera de vous aider. » En mai 1950, Kim se rend en Chine pour rencontrer Mao. Mao était l'un des dirigeants les plus puissants au monde. Son immense armée venait tout juste de débarrasser le pays des forces nationalistes. De nombreux Chinois avaient combattu avec Kim Il-sung et d'autres guerrieros dans les années 30. Kim Il-sung avait donc de bonnes raisons de croire que les camarades chinois l'aideraient. Kim Il-sung réussit à convaincre Mao qu'il sera accueilli à Séoul en libérateur et que la conquête de la péninsule ne sera l'affaire que de quelques jours. À l'été 1950, après avoir obtenu le feu vert de Pékin, il est prêt à envahir la Corée du Sud. News that communist troops have invaded southern Korea, invading their fellow countrymen to the south, to bring another international crisis to the already long-suffering world. Dans la nuit du 25 juin 1950, un terrible fracas d'artillerie lourde éclate à la frontière séparant les deux Corées. À bord de centaines de chars soviétiques T-34, les troupes nord-coréennes franchissent le 38e parallèle par vagues successives. Il est 4 heures du matin à Séoul. La guerre de Corée vient de commencer. Le 25 juin, notre famille était bouleversée. L'armée populaire de Corée tuait n'importe qui, même les femmes. Nous étions terrifiés. Les soldats sud-coréens n'étaient pas capables de lutter et beaucoup s'étaient enfuis.
Les Nord-Coréens ont atteint Séoul en 3 jours. De nombreux Sud-Coréens qui n'ont pas pu fuir sont jugés en place publique. Beaucoup sont condamnés pour ne pas avoir prêté allégeance au Parti communiste. Dans ce simulacre de justice populaire, enlèvements, tortures et exécutions sommaires sont monnaie courante. Les jeunes de mon âge étaient enlevés dans la rue par ce que l'armée coréenne appelait la milice. C'était leur manière de recruter des hommes. J'ai vécu caché à l'intérieur d'un entrepôt dans la clandestinité. Les Sud-Coréens n'ont pas pu les arrêter. Ils se sont effondrés. À Washington, tout le monde était sous le choc. Gentlemen, we face a serious situation. We hope we face it in the cause of peace. Au même moment, un homme suit de près l'évolution de la situation en Corée, le commandant suprême des forces alliées stationnées au Japon. Douglas MacArthur est à l'époque l'un des généraux américains les plus illustres, un authentique héros de la Seconde Guerre mondiale. Douglas MacArthur était un excellent étudiant de l'Académie militaire de West Point. Il fut un soldat courageux pendant la Première Guerre mondiale. Il avait reçu toutes les médailles qu'un homme de sa génération pouvait obtenir. Il était brillant, mais aussi très égoïste. Et il avait tendance à penser que le monde tournait autour de lui. Du haut de son perchoir à Tokyo, MacArthur assène avec arrogance qu'il pourrait stopper l'offensive nord-coréenne avec un bras attaché dans le dos. Mais c'est oublier qu'après la Seconde Guerre mondiale, l'administration Truman a considérablement réduit le budget de la défense. En Corée, les États-Unis ne disposent plus que d'une poignée de conseillers militaires mal préparés et sous-équipés. Tant qu'ils étaient les seuls à posséder l'arme nucléaire, les Américains pensaient qu'il n'était plus nécessaire de compter sur l'armée en tant que telle. Ainsi, entre 1945 et 1949, les effectifs américains ont beaucoup diminué. Nous avons dû monter 2 régiments à toute vitesse. Ils ont recruté la moitié de ma section et les ont remplacés par des réservistes dont la plupart n'avaient même jamais participé à un camp d'entraînement. Je venais juste d'avoir 17 ans. J'ai été envoyé au Japon, à Camp Drake, près de Tokyo. On nous a juste entraînés au débarquement amphibie, et après ça, on est parti en Corée. On them, world peace depends. They will not fail. They never have. Les Américains étaient confiants, un peu arrogants même. Mais les premières troupes nord-coréennes auxquelles ils ont été confrontés se battaient avec des chars soviétiques T-34. Les Américains, eux, avaient pour seule arme des bazookas qui ne transperçaient pas leur blindage. Au début, lorsqu'ils sont entrés en guerre, ils ne faisaient que courir. Ils voyaient leurs camarades mourir tout autour d'eux et ils décampaient. Tout le monde décampait. Lorsque nous étions à Camp Drake, on nous disait que cette guerre serait facile à gagner et que les Nord-Coréens, avec leurs yeux bridés, ne voyaient ni à droite ni à gauche, mais seulement devant. Qu'on pouvait se faufiler derrière eux et les prendre par surprise. Mais nous avons vite découvert que c'était faux. Ces types avaient même les yeux derrière la tête. Il ne nous restait plus qu'à courir aussi vite que possible, parce qu'ils étaient à nos trousses. À 10 000 kilomètres de là, l'Amérique vit dans un climat de paranoïa.
À l'heure de la chasse aux sorcières, les communistes sont traqués dans toutes les couches de la société. Even if there are only one communist in the State Department, that would still be one communist too many. À l'aube des années 1950, la guerre froide a tourné à l'avantage de Staline. L'URSS vient de se doter de la bombe atomique. Elle tient d'une main de fer l'Europe de l'Est et s'est alliée à Mao pour contrôler l'Asie. De son côté, le président Truman doit essuyer les critiques de ses adversaires républicains qui l'accusent d'avoir abandonné la Chine aux communistes. Devenue communiste, la Chine représentait alors une menace terrible pour les États-Unis. Ainsi, lorsque les forces communistes de Corée du Nord ont envahi la Corée du Sud, Truman s'est dit qu'il devait réagir. Si l'administration Truman perdait la Corée du Sud, ses détracteurs politiques et l'opinion américaine diraient de lui qu'il est un mauvais président. Et c'est la crédibilité même de l'Amérique qui serait en jeu. Leurs alliés potentiels, en Europe par exemple, penseraient qu'on ne peut pas compter sur les Américains. Korea is a small country, thousands of miles away. But what is happening there is important to every American. Il est évident que les États-Unis allaient faire tout leur possible pour arrêter les Nord-Coréens. We are united in detesting communist slavery. We know that the cost of freedom is high, but we are determined to preserve our freedom no matter what the cost. Mais Truman doit aussi ménager l'opinion publique américaine. Pour ne pas avoir à endosser seul la responsabilité du conflit, il décide de passer par un vote devant les Nations Unies. The armed invasion of the Republic of Korea continues. This is, in fact, an attack on the United Nations itself. Le 27 juin 1950, le Conseil de sécurité de l'ONU vote une résolution autorisant une intervention militaire. 3 jours plus tard, Truman approuve l'envoi de ses troupes en Corée. C'est la première fois qu'un président des États-Unis engage son pays dans un conflit sans passer par l'approbation du Congrès. Pour toute une génération de jeunes Américains qui pensaient en avoir fini avec la guerre, c'est un terrible coup de massue. Avant d'apprendre que nous étions en guerre contre la Corée du Nord, je ne savais même pas où placer ce pays sur la carte. J'ai menti. Je n'avais que 16 ans quand je me suis engagé. Mais la Seconde Guerre mondiale venait de se terminer et je ne pensais pas faire la guerre un jour. À l'époque, on parlait d'intervention policière. Quelqu'un nuit à la paix, vous appelez la police et elle se rend sur place. Ce n'est pas vraiment une guerre, juste une intervention policière. On était les policiers de Truman. Je trouvais ça plutôt drôle, on faisait la guerre, mais lui appelait ça une intervention policière. En juillet 1950, une coalition internationale de 341 000 soldats, composée d'Américains, de Français, d'Australiens, de Britanniques, de Thaïlandais et d'une douzaine d'autres nationalités, prend la direction de la péninsule coréenne. Mais après un mois de conflit, c'est la débâcle du côté des forces de l'ONU. Les troupes nord-coréennes progressent vers le sud à toute allure, s'emparant chaque jour de nouveaux territoires. Kim Il-sung, qui avait annoncé qu'il gagnerait cette guerre en quelques jours, est tout près de remporter son pari. La détermination des Nord-Coréens était invraisemblable. John Foster Dulles, l'ambassadeur itinérant de Truman pour la politique de l'Asie de l'Est, disait ne pas comprendre la motivation de ces troupes qui avançaient en masse en hurlant. Peut-être qu'on les droguait, ou peut-être les Soviétiques avaient-ils trouvé un moyen de programmer ces soldats. En fait, ils luttaient et ils mouraient pour leur patrie et pour sa réunification. À la mi-juillet, les Nord-Coréens avaient gagné du terrain le long des côtes Est et Sud. Et si les Marines n'avaient pas débarqué en renfort à ce moment-là, la guerre aurait été perdue. Ils ont formé ce qu'on appelle le périmètre de Pusan, qui s'avérait être le dernier endroit propice à une position défensive sur la péninsule.
Pris sous les tirs croisés des Nord-Coréens et des forces de l'ONU, des centaines de milliers de réfugiés sont jetés sur les routes de l'exode entre Séoul et Busan. Mon père et mes grands-parents ont dû marcher de Séoul à Busan. C'est comme d'aller de Washington DC à New York. Lorsque la guerre a éclaté, mes grands-parents ont couru vers le périmètre de Busan. La famille s'est retrouvée séparée. Ma grand-mère est partie avec mes tantes, tandis que mon grand-père est resté avec mon père et mes oncles, dont un a disparu durant le trajet. Pour les forces de l'ONU, déjà débordées par les offensives ennemies, gérer l'afflux des réfugiés représente un défi supplémentaire. D'autant que de nombreux soldats nord-coréens en profitent pour se cacher parmi les civils et s'infiltrer derrière les lignes. Les soldats américains étaient confrontés à un grand dilemme moral. Ils savaient que des Nord-Coréens pouvaient se cacher parmi les groupes de réfugiés. Mais était-ce là une raison suffisante pour leur tirer dessus? À plusieurs reprises, les soldats de l'ONU tirent sur la foule, tuant de nombreux civils. Nous étions de pauvres paysans à la campagne. Les soldats américains sont arrivés et nous ont dit que si nous voulions vivre, nous devions partir. Yang Hee-suk avait 13 ans en juillet 1950, lorsque le conflit gagna Imgari, un petit village de fermiers à 160 km de Séoul. Les soldats américains étaient de très grands hommes. Ils nous ont obligés à tous nous rassembler. Ils disaient que si nous ne le faisions pas, ils nous tueraient tous. Les troupes de la première division de cavalerie avaient forcé les habitants de ces deux villages, Jugokri et Imgari, à évacuer par la route principale en direction du sud. Tous les réfugiés d'Imgari ont été contraints de partir et ont suivi les soldats américains en pleine nuit. La famille de Chung Koo-do était originaire de la même région que Yang. Avec ses parents, ses frères et sœurs et des centaines d'autres réfugiés, Yang fut évacué par les troupes américaines vers un village nommé Nogunri. Le groupe d'exilés marchait le long de la voie ferrée quand soudain des avions américains apparurent dans le ciel et ouvrirent le feu. Des avions sont arrivés. Ils ont volé au-dessus de nous pendant longtemps. Puis ils ont commencé à tirer. Les réfugiés coururent s'abriter sous un tunnel de chemin de fer. Là, craignant que des soldats nord-coréens se soient dissimulés parmi eux, le 7e régiment de cavalerie de l'US Army les prit pour cible pendant 3 jours et 3 nuits. Yang Hee-suk, cerné par les tirs, s'était blotti sous la jupe de sa mère lorsqu'elle entendit son oncle à côté d'elle pousser un hurlement. J'ai ouvert les yeux et j'ai dit « Est-ce que mon oncle est mort ?» C'est à ce moment-là que quelque chose m'a frappé à l'œil. C'était si fort que ma tête a été secouée comme ça et mon œil est sorti. J'ai demandé à ma mère de m'arracher l'œil. Je lui ai dit « Maman, il faut m'arracher l'œil pour que je puisse vivre. » Mais ma mère avait déjà reçu plusieurs balles. Je n'en pouvais plus, alors j'ai attrapé mon œil et j'ai tiré dessus d'un coup sec pour que ça casse. Puis je l'ai jeté par terre. Mon frère aîné, Gu Fil-chung, avait 5 ans quand il a été tué. Ainsi que Gu Hee-chung, ma sœur aînée qui avait 2 ans. Mes parents ont donc perdu leur fils et leur fille. Toutes les guerres sont horribles. Mais de tous les conflits américains, la guerre de Corée est celle qui compte le plus grand nombre de victimes civiles. C'était une guerre très sale, qui a démoralisé les soldats américains. Ils ne savaient pas bien pourquoi ils se battaient et on les forçait à faire des choses qu'ils n'avaient pas faites pendant la Seconde Guerre mondiale. Plus les semaines passent,
plus les soldats de l'ONU voient le piège se refermer sur eux. Cette guerre, qui ne devait être qu'une formalité, se transforme en une boucherie où toutes les atrocités sont permises. Au début du mois d'août, lors du massacre de la colline 303, les Nord-Coréens ont assassiné une trentaine de prisonniers américains. Ils les ont ligotés et leur ont tiré une balle dans la nuque. Des photos ont été publiées dans le journal auquel les troupes avaient accès en Corée. Des soldats les avaient découpés et les portaient à l'intérieur de leur casque. Du coup, après ce massacre, certains se sont sentis libres de faire subir la même chose à l'ennemi. On avait capturé une quinzaine d'ennemis et on envoyait 1 ou 2 hommes escorter ces prisonniers de guerre à l'arrière du front. On leur avait dit, s'ils essaient de s'éloigner, vous tirez à la mitrailleuse et au fusil. Ne les laissez pas s'échapper. Il n'était parti que depuis une dizaine de minutes qu'on entendait déjà les mitrailleuses. Au cours de cet été meurtrier, l'armée nord-coréenne maintient la pression sur des forces de l'ONU de plus en plus décimées. Already America has suffered 500 casualties 5 short years after a global war. Americans again pay in blood. Mais le général MacArthur en a vu d'autres pendant la Seconde Guerre mondiale, où il s'est souvent battu le dos au mur. Le commandant en chef des forces de l'ONU va donc prendre le temps d'échafauder un plan de contre-attaque pour briser les lignes ennemies. Il mise sur un effet de surprise et prévoit de prendre les Nord-Coréens à revers en organisant un débarquement sur le port d'Incheon pour ensuite couper leur couloir de ravitaillement. Qu'importe si le port d'Incheon, protégé par des récifs et de fortes marées, a la réputation d'être une forteresse imprenable. C'est précisément pour cette raison que MacArthur est convaincu de réussir. Tout le monde était contre cette idée. Le terrain était trop peu praticable. Le délai d'atterrissage des véhicules amphibies était limité à quelques heures seulement. Mais MacArthur était persuadé que ce terrain accidenté empêcherait les Nord-Coréens de se défendre. Les chefs d'état-major interarmés ne voyaient pas ça d'un très bon œil, mais la situation était délicate. Politiquement parlant, MacArthur était intouchable, et personne dans la chaîne de commandement militaire ne pouvait s'opposer à lui. Beaucoup ont dit à MacArthur qu'il ne pouvait pas faire ça, mais ça n'a fait que renforcer son opinion. Face à quelqu'un comme lui, plus vous dites de ne pas faire quelque chose, plus vous avez de chances de l'obtenir. On ne savait pas où on allait. C'est une fois en pleine mer qu'on nous a dit que nous allions à Incheon pour un débarquement. Je n'en savais pas assez pour avoir peur. On est allé à l'eau, à marée haute. Le débarquement d'une division entière prend beaucoup de temps. J'étais plutôt stressé, évidemment. Le 15 septembre 1950, 70 000 Marines patientent au large des côtes coréennes, en attendant la marée haute et l'ordre de MacArthur de lancer l'assaut. Un amiral a même dit qu'Incheon combinait tous les facteurs susceptibles de rendre une opération amphibie difficile. Les marées étaient mauvaises, le port boueux, et personne ne savait combien de combattants armés seraient sur place. Le lieutenant Richard Carey commandait un peloton de Marines lorsque MacArthur, à 5 heures du matin, donna l'ordre d'attaquer. Nous n'avions que quelques heures avant qu'il ne fasse nuit. Le seul endroit où nous pouvions entrer était une crique. Elle était entièrement recouverte de barbelés. J'ai commencé à couper les fils.
Un sniper m'a tiré dessus. Il a touché la radio attachée à mon épaule. Le type à côté de moi a pris une balle entre les deux yeux. Ils nous ont tiré dessus quand nous avons débarqué sur la plage. Mais je ne pense pas qu'ils nous attendaient là. La défense nord-coréenne tente bien de résister, mais finit par céder devant les vagues de Marines déferlant sur les côtes. À la nuit tombée, les forces de l'ONU parviennent à sécuriser la plage avant de se diriger vers l'est pour couper les lignes de ravitaillement. MacArthur a réussi à prendre l'ennemi par surprise. Son pari s'est révélé payant. C'était une intervention tellement rapide qu'elle a complètement changé la dynamique de la guerre. Jusqu'alors, les Américains et les Sud-Coréens subissaient. Tout à coup, ils prenaient le dessus. On a entendu le bruit de l'artillerie lors du débarquement d'Incheon. Lorsque les nouvelles nous sont parvenues, l'espoir revenait. On était convaincus que les forces américaines reviendraient. C'était une opération tellement risquée. MacArthur l'a menée à bien sans aucune difficulté. Ça a fait de lui une sorte de dieu vivant. Pour la première fois dans cette guerre, le rapport de force vient de pencher en faveur de la coalition. L'armée de Kim Il-sung est obligée de se retrancher au-dessus du 38e parallèle. 2 semaines plus tard, Séoul est libérée et Syngman Rhee peut reprendre ses quartiers dans le palais présidentiel. Les troupes de l'ONU bénéficiant de nouveaux renforts et de la maîtrise des airs se tiennent prêtes à poursuivre leur offensive plus au nord. The United Nations man of the hour, General MacArthur, with the capture of Seoul, will have the communist aggressors between a crushing millstone. MacArthur had planned one daring masterstroke and turned the whole tide of battle. La situation militaire a radicalement changé. Les Américains et les Sud-Coréens étaient tout à coup sur le point de franchir le 38e parallèle en direction du nord. Et bien sûr, les chefs militaires voulaient profiter de la situation. Le retournement de situation est si spectaculaire que MacArthur y voit une opportunité unique de déplacer le conflit jusqu'à la frontière chinoise. Pas seulement dans le but de réunifier la péninsule sous la bannière de la démocratie, mais plus largement pour porter un coup fatal au communisme en Asie. Cette stratégie agressive de MacArthur n'a jamais beaucoup plu au président Truman, plutôt partisan de la doctrine du containment et d'une guerre limitée. Mais après la victoire à Incheon, les deux hommes semblent être sur la même ligne. MacArthur disait « Donnez-moi un peu plus de temps et je mettrai fin à cette guerre. Je peux capturer ou détruire toutes les forces nord-coréennes. » Truman, qui quelques semaines auparavant s'inquiétait d'être accusé d'avoir perdu du terrain au profit des communistes, s'est dit « Je peux faire quelque chose qu'aucun président avant moi n'a jamais fait, reprendre du terrain aux communistes. » Le 7 octobre 1950, les troupes de MacArthur prennent d'assaut le nord du pays. S'ensuit une série de victoires rapides contre les derniers vestiges de l'armée nord-coréenne. En octobre 1950, lorsque les troupes américaines remontaient la péninsule, les gens ont allumé des cigares partout dans Washington et Séoul. MacArthur s'est rendu à Pyongyang. En descendant de son avion, il a dit où est passé le grand Kim. Comment se fait-il qu'il ne m'accueille pas, faisant référence à Kim Il-sung. 2 mois à peine après avoir frôlé la catastrophe à Pusan, les forces de l'ONU parviennent à hisser leur drapeau au-dessus de Pyongyang, la capitale de la Corée du Nord. Nous avions déjà pris Pyongyang. Les Coréens n'avaient pas beaucoup résisté. Avec la chute de Pyongyang, c'est tout le bloc communiste qui tremble. Chaque jour, les troupes de l'ONU poursuivent leur avancée et se rapprochent un peu plus du fleuve Yalu, à la frontière de la Corée du Nord et de la Chine.
MacArthur soutenait qu'il avait vraiment besoin que les forces américaines aillent rapidement jusqu'au Yalu pour régler la situation. Et à Washington, le gouvernement était très critiqué. Les républicains reprochaient aux démocrates de ne pas se montrer suffisamment fermes en Asie. Le gouvernement Truman ne s'est pas opposé à MacArthur. Comment s'opposer à MacArthur quand on est soi-même un président qui a perdu tout crédit? En chute libre dans les enquêtes d'opinion en raison de sa mauvaise gestion de la guerre de Corée, Truman ne bénéficie que d'une faible marge de manœuvre face à son turbulent général. Le président sollicite néanmoins une rencontre avec MacArthur. Celui-ci refusant de s'éloigner de son quartier général à Tokyo, c'est Truman qui fait le déplacement sur l'atoll de Wake, dans le Pacifique. À sa descente d'avion, MacArthur l'accueille non pas avec le traditionnel salut militaire, mais une simple poignée de main. Durant de nombreux mois, MacArthur a surestimé son pouvoir. Il faisait des conférences de presse, s'exprimait très souvent en tant que chef des Nations Unies et ne rencontrait jamais directement le président des États-Unis. Confiant en son chef d'état-major, Truman s'est envolé pour l'île de Wake dans le Pacifique avec l'espoir que la guerre soit bientôt terminée et la Corée libérée. Il a demandé à MacArthur s'il pensait que les Chinois entreraient en guerre si les troupes américaines s'approchaient de la frontière. MacArthur a répondu qu'il n'oserait pas et que dans le cas contraire, il les pulvériserait. On était gonflé à bloc. MacArthur avait dit « on va jusqu'au fleuve Yalu, puis probablement tout droit en Chine ». On était donc plutôt enthousiastes. On pensait que la fin était proche. On allait gagner la guerre. MacArthur leur assurait que la guerre était presque finie. Il n'arrêtait pas de dire que les troupes américaines seraient chez elles pour Noël. À leur repas de Thanksgiving, les troupes pensaient « Noël, ce n'est que dans un mois, on va tous rentrer chez nous ». La victoire contre les communistes n'est plus qu'une affaire de quelques jours. Et fin novembre 1950, après plusieurs semaines de marche dans le froid, 100 000 soldats de l'ONU s'accordent une halte méritée près du réservoir de Chosin, au nord-est du pays. Là, au pied des collines enneigées, les soldats goûtent un repas chaud de Thanksgiving offert par la Maison-Blanche. On était planqués sur les collines en hauteur. Le quartier général avait fait préparer notre repas de Thanksgiving. Il n'y avait plus d'assiette lorsque je suis arrivé. Alors j'ai utilisé mon casque pour manger mon dîner de Thanksgiving de 1950. Quand nous sommes sortis de notre cachette, nous avons poursuivi notre ascension vers Udamli. C'est là que l'enfer s'est abattu sur nous. Les forces de l'ONU sont tombées dans un piège tendu par la Chine. Le 27 novembre 1950, l'armée de Mao signe une entrée fracassante dans la guerre de Corée. Attaquant en pleine nuit pour ménager l'effet de surprise et éviter les bombardements aériens, des centaines de milliers de soldats chinois pilonnent la frontière sous un déluge de feu. Plus de 200 000 Chinois avaient réussi à franchir la rivière Yalu. Pris par surprise, les Américains ont découvert qu'ils étaient pratiquement encerclés. Au lieu de se battre pour la victoire finale, ils le faisaient maintenant pour sauver leur peau. On entendait les clairons, les cris et tout le reste. Des hordes de Chinois couraient vers nous. Nous étions probablement 1 contre 5 ou 1 contre 10. Et leur seul but était d'anéantir la première division des Marines. Ils sont arrivés par vagues. Une vague, puis une vague, puis une vague, puis une vague. Le sergent de peloton et moi étions dans un trou de renard. Toute la nuit, il est allé récupérer des grenades. Toute la nuit.
pour me les donner. Je comptais 1001, 1002, et je les lançais. Cette nuit-là, j'ai lancé 3 caisses entières de grenades. Cette nuit était vraiment froide. Dieu qu'il faisait froid. Il faisait moins 50. Nous tentions de tirer avec les mitrailleuses, mais elles étaient gelées et ne fonctionnaient pas bien. L'artillerie était inutilisable. Les chars et les voitures étaient gelés et immobiles. Nous étions impuissants. Il faisait si froid qu'il nous fallait faire du feu. Alors nous avons regroupé et empilé des corps de soldats sud-coréens en cercle et nous avons fait un feu au centre. Beaucoup de ces soldats s'étaient fait à l'idée qu'ils allaient mourir. Une balle chinoise, un obus de mortier ou bien le froid finirait par les tuer. La question était simplement de savoir quand. Membre de la 7e cavalerie de l'US Army, Homer Garza se trouvait sur le front ouest de Chosin, combattant l'armée chinoise et un autre ennemi encore plus implacable, le froid. Nos doigts craquaient quand on essayait de fermer la main, tellement il faisait froid. Nous avons pris de vieux sacs de couchage et coupé des bandes que nous avons enroulées autour de nos pieds pour empêcher qu'ils gèlent. Mais il faisait si froid qu'en seulement 4 ou 5 minutes, les corps des morts gelaient. Si nous restions sur la même colline pendant un moment, nous prenions les corps des Chinois et des Coréens morts et nous les placions debout contre les arbres gelés. C'était terrible de voir ces corps de Marines complètement gelés, les membres raides et figés. On savait vraiment qu'on était à la guerre à ce moment-là. C'est difficile à décrire. Il fallait faire attention en ramassant les corps. Si on les attrapait par le bras, par exemple, ils se cassaient. Seule option, battre en retraite. Après 10 jours d'affrontement, les troupes de la coalition parviennent à s'extirper du guet-apens. Mais à quel prix? 18 000 soldats de l'ONU sont tués au cours des combats. L'approche américaine vis-à-vis de la guerre était fondée sur l'attaque. Et lorsque les soldats ont compris que nous ne pouvions pas attaquer, mais qu'il s'agissait de fuir et de s'en sortir vivants, cela a été extrêmement violent. La plupart de ces soldats combattaient pour la première fois. Ils n'avaient jamais rien vu de tel, et ils n'avaient jamais vraiment été confrontés aux questions de vie et de mort. Quand on est revenu à la base d'Agarouri, ils nous ont dit de nous tenir à carreau, d'entrer tels de vrais Marines, en chantant l'hymne avec enthousiasme. Le cours de la guerre s'est encore inversé. Tandis que les forces de l'ONU reculent en deçà du 38e parallèle, les troupes nord-coréennes et chinoises investissent Séoul. Durant ces semaines sanglantes, le palais présidentiel changera de camp à 4 reprises. Le conflit a pris une tournure imprévisible. Personne ne sait comment finira cette guerre. Voyant la liste des victimes américaines s'allonger de jour en jour, le président Truman semble lui-même convaincu qu'il ne pourra jamais s'extraire de ce bourbier avec des armes conventionnelles. Personne n'avait évoqué l'hypothèse d'utiliser les armes atomiques en Corée avant fin novembre, début décembre 1950. Le peuple américain commençait alors à se demander comment il était possible de perdre la guerre contre la Corée du Nord ou contre la Chine, alors que leur pays était le seul à posséder la bombe atomique.
Dans la presse, MacArthur milite en faveur d'une extension du conflit à la Chine. Et en secret, il élabore déjà des plans pour une utilisation stratégique de la bombe atomique. MacArthur voulait une guerre sans limite. Il avait le projet de larguer 24 bombes atomiques. En décembre 1950, il a dit qu'il voulait établir une zone radioactive le long de la rivière Yalu en utilisant des bombes au cobalt, un élément qui a une demi-vie de 90 ans. Ainsi, les deux endroits seraient séparés pour les générations à venir. En novembre 1950, Truman a été interrogé sur l'utilisation d'armes atomiques. Il a répondu qu'il fallait y réfléchir. C'était la première fois qu'il y faisait allusion. Vint ensuite la question de savoir à qui appartiendrait la décision d'utiliser la bombe. Sans trop réfléchir, Truman a désigné le commandant sur place, c'est-à-dire Douglas MacArthur. Il annonçait ainsi qu'utiliser la bombe atomique en Corée était envisageable. Libre à Douglas MacArthur de s'en servir ou pas. Vous voyez un peu dans quel pétrin il nous avait fourrés. Les États-Unis, qui prétendaient pouvoir écraser l'ennemi en quelques semaines, se retrouvent piégés dans un conflit de plus en plus meurtrier. Avec le risque d'une escalade nucléaire, la planète entière a désormais les yeux braqués sur la Corée. 5 ans seulement après Hiroshima, le monde est au bord de basculer dans la Troisième Guerre mondiale.